Chers amis sportifs, très heureux de vous retrouver sur ces antennes pour parler sport dans votre magazine Débrief. Et aujourd'hui, nous avons deux sujets que nous avons retenus aujourd'hui puisque nous allons parler de la Coupe du Monde. Nous sommes à la veille de cette finale, la grande finale de la Coupe du Monde 2026, mais aussi de l'AS Simba de la province du Lualaba qui a raté la finale de la Coupe du Congo. Nous allons revenir notamment sur le problème qui ronge cette grande formation de la province du Lualaba avec autant de moyens financiers. Les supporters de cette équipe se posent autant de questions et nous reviendrons pourquoi pas aussi sur les dossiers du football club Saint-Eloi à Lupopo. Jacques Kiaboula est reconduit président au sein de cette formation. Pour quel avenir de cette formation de Lubumbashi? À toutes et à tous, vous qui nous regardez en ces moments, bienvenue une fois de plus. Et sur ces plateaux, nous avons Marcel Kilamboué que vous connaissez très bien. Marcel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Noé, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs de Migouba Télévision. La santé, ça va? Oui, apparemment, je dis que ça va, mais au quotidien, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. On fait avec. Et je dirais que pour ceux qui dépendent de moi, ça va. Pour ceux qui dépendent des autres... Merci Marcel. Et Cédric Cornet-Moukendi est avec nous. Cédric, bonsoir et bienvenue. Merci Noé, bonsoir. Bonjour Marcel, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Un plaisir pour moi de me retrouver encore une fois ici, ça faisait très longtemps. La santé, ça va également. Très bien par la grâce de Dieu. Allez, mesdames et messieurs, tout de suite, on passe au grand débrief. Allez, la Coupe du Monde 2026. Je commence avec vous, Cédric. D'une manière globale, comment vous tracez les bilans de cette compétition? Est-ce que avez-vous été satisfait de la compétition du point de vue technique, organisationnel? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette Coupe du Monde 2026? Bon, du point de vue organisationnel, moi je pense que c'est l'une des meilleures Coupes du Monde de l'histoire parce qu'on nous a tant vanté comment il y avait des restrictions aux États-Unis. Il faudra savoir que le football ne s'ingère pas dans les affaires politiques souverainistes d'un pays. Les États-Unis ont tracé des lignes rouges. Quiconque voudrait être là devait nécessairement également aussi se soumettre. C'est ce qui a été fait. Mais nous avons vu des beaux stades. C'est vrai, il y a eu un peu de décalage de certains matchs compte tenu des nuages et aussi des problèmes météorologiques. Mais dans la globalité, sur le plan organisationnel, je me dis que c'est l'une des meilleures Coupes du Monde de l'histoire. Sur le plan technique, en ce qui concerne l'engagement des équipes, j'ai dit ça a été également un très bon tournoi, même s'il y avait certaines rencontres très ennuyantes. Je me dis la Coupe du Monde, c'est une compétition qui est réservée aux meilleures équipes et aussi aux meilleures nations. Mais dès lors qu'on veut tout justement faire un tournoi de 32 équipes, allant à 48 équipes, et prochainement, j'ai vu les présidents de la FIFA qui a estimé qu'on peut même aller jusqu'à 62. Tout justement, c'est pour permettre à ce que l'Italie revienne jouer la Coupe du Monde. Parce que ça fait depuis 2014, 2022, 2026, aujourd'hui, ça fait des éditions que l'Italie n'est pas là. Donc, ça fait exactement 12 ans que l'Italie n'a pas disputé cette compétition. C'est tout justement parce que les gens ont tendance à négliger certains aspects. Il y a aussi l'aspect marketing. Vous ne pouvez pas admettre que les Cap-Verts soient à la Coupe du Monde aussi longtemps que l'Italie est absente. Vous ne pouvez pas permettre à ce que, par exemple, les Congo soient là, permettez-moi, mais il y a des équipes comme Chili ou soit Danemark qui ne sont pas là parce qu'il y a l'aspect marketing où ces équipes-là apportent beaucoup de sponsors et aussi ça va pour les biens de la FIFA. Voilà au moins en quelque sorte. Mais néanmoins, ça a été une très bonne Coupe du Monde. Malheureusement, lorsque nous sommes arrivés en phase d'élimination directe, il n'y a pas eu beaucoup de rencontres très attrayantes. Et c'est là qu'on attend même des grandes nations. Et si vous regardez d'une part ou d'une autre, les équipes qui se sont retrouvées en demi-finale n'ont pas du tout rencontré des gros adversaires. Ça, je l'ai dit, avec preuve à l'appui. Prenons le cas de la France. La France a montré son meilleur niveau. C'est lorsqu'elle a rencontré l'Espagne. Si vous regardez, la France a rencontré l'Irak, le Sénégal, le Paraguay, le Maroc, Norvège, et jusqu'à ce qu'elle tombe sur cette baie, la Coupe d'Afrique des Nations en quelque sorte. Ils ont rencontré la Suisse, ils ont rencontré l'Autriche, jusqu'à ce qu'ils tombent également sur cette belle équipe anglaise. Si vous regardez l'Angleterre, elle a rencontré le Panama, elle a rencontré l'équipe de quoi ici, les Ghana, ils ont rencontré
Norvège, Oui. et jusqu'à ce qu'elle rencontre, elle arrive sur cette belle équipe de l'Argentine qu'il a d'ailleurs éliminée. Mais moi, je me dis, parmi les 4 demi-finalistes, la seule équipe qui m'a convaincu, je vous dis, à cœur ouvert, c'est l'Espagne. C'est Parce ça, que, nous allons y l'Espagne- revenir. Oui, nous allons y revenir également, cher Corneille. Et Marcel, est-ce que cette édition a-t-elle vraiment répondu à vos attentes sur les plans sportifs? Pas tellement, pas tellement. J'en ai vu beaucoup, les Coupes du Monde, depuis 82. Oh, depuis 82. Depuis 82 que j'ai vu ma première Coupe du Monde. J'ai vraiment hâte d'entendre ce que vous allez dire. J'ai vu. Oui, est-ce que ça a vraiment répondu aux attentes? Bon, il y a quand même pas tellement, parce que c'est vrai que c'est les États-Unis, c'est la première nation au monde dans tous les aspects. Et c'est la superpuissance, ça ne pouvait que se passer de cette manière-là, mais il y a des choses sur lesquelles, en tant que sportif, je suis resté un peu ébahi. Par exemple, le fait qu'il y a eu des traitements assez dégradants. Ouais. Dégradant. Donc, mon ami a parlé de l'organisation, mais dans cette organisation, il y a des choses qui n'étaient pas bien faites. Hein. Quand j'ai vu l'équipe irakienne, iranienne ou irakienne, iranienne, hein, Iran, oui, iranienne. être traitée comme comme de bons à rien. Hein. J'ai vu les Sénégalais se faire vérifier au niveau de services migratoires comme Même l'Argentine aussi. comme des petits. Messi est passé par là, non? Ouais. Des petits nègres. Ouais. J'ai vu l'Argentine aussi, j'ai vu jusqu'au point où il y a un arbitre qui a été refoulé au motif que il y a des supporters qui n'ont pas pu faire le déplacement pour rejoindre leur sélection, les soutenir. Bon, de ce côté-là, peut-être du côté du Mexique, mais ce qui s'est passé aux États-Unis, ça appelle à des interrogations. Oui. Et aussi, dans le cadre organisationnel, j'ai comme l'impression qu'on est allé s'offrir dans les mains de Trump. Parce que quand le président américain va jusqu'à annuler un carton rouge, Ça entache un peu, hein? bon, Ça entache un peu la crédibilité de cette compétition. voilà des Ça choses reste sur une lesquelles, tâche. voilà les choses sur lesquelles moi je n'étais pas d'accord, sur lesquelles je dirais, pour lesquelles, et raison pour laquelle je dirais que cette Coupe du Monde n'a pas été totalement une réussite sur le plan organisationnel. C'est vrai en termes d'infrastructure, en termes d'argent généré, tout ça, des primes, tout ça, bon, oui, on peut dire que c'est une réussite. Mais de ce côté-là, bon, je crois qu'elle a été dégradante humainement parlant. Bon, effectivement, Marcel a raison parce qu'il y a la politique qui s'est ingérée également dans cette Coupe du Monde. Il a raison. Moi, dans les premiers aperçus, je ne m'attendais pas à voir ces genres d'infrastructures aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est juste une nation qui est réputée pour avoir au moins propulsé les baskets et NBA, je crois, en lien à la place des football. Mais ce qu'on a vu, les infrastructures sportives, moi j'ai dit, j'en ai vu, je crois bien à la Coupe du Monde 2000. J'ai vu les images de la Coupe du Monde, je crois, au Japon. C'était en quelle année, Marcel? En 2002. Voilà, en 2002, j'ai vu ces stades-là. C'est pas que j'avais vu les images, mais ce que j'ai vu aux États-Unis, je n'ai jamais vu ces stades-là en Europe. Pour être honnête, j'ai jamais vu ces stades-là en Il Europe. faut rappeler aussi, je voudrais rappeler à mon ami que c'est la deuxième fois qu'une Coupe du Monde est organisée aux États-Unis. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Les infrastructures sportives que j'ai vues aux États-Unis, je n'ai jamais vu ces stades-là en Europe, même que ce soit en Espagne, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France ou dans n'importe quel autre pays qui a une bonne ligue. Je n'ai jamais vu ça. Donc, de ce côté-là, ça a été parfait. Oui, compte tenu également, concernant les décisions politiques, je peux dire ainsi politiques, lorsqu'on a refoulé l'arbitre somalien, pour des motifs que les Somaliens sont des personnes non grata aux États-Unis. La Somalie, c'est les pays les plus corrompus au monde. Donc, il y en a assez. Mais d'une part aussi, il a parlé de l'équipe iranienne. Oui, l'Iran et les États-Unis. Qui étaient obligés de jouer ce match et d'y rentrer. Et puis rentrer les mêmes jours, effectivement. Compliqué, ouais. Ces traitements-là dégradants, ça a été aussi une sonnette d'alarme. Mais moi, il y a quelque part où je donne raison aux Américains. Vous imaginez, si on avait permis à tout le monde de participer dans cette Coupe du Monde, combien rentreraient dans leurs pays respectifs? Point d'interrogation. Il y a les phénomènes migratoires. Ouais, c'est les pays des rêves. C'est les pays des rêves. Je pense que c'est au moins 90% de la population au monde rêve d'aller aux États-Unis. Ouais. Si on avait permis, je pose la question, si on avait permis à tout citoyen d'aller regarder les matchs aux États-Unis, combien rentrerait dans leur pays? Point d'interrogation.
Donc, s'il y a les décisions souverainistes, je peux dire ainsi, il faudrait nécessairement les respecter. Ouais. Oui, voilà. Dans ce moment-là, il faudrait nécessairement les respecter. Dans ces cas-là, moi, je ne condamne pas les États-Unis, mais pour ce qui est des cartons rouges de Bologuine, où les présidents américains appelaient les présidents de la FIFA, on a annulé ça, et puis les États-Unis ont été humiliés par la Belgique. Moi, je pense que c'était une bonne leçon du football. Mais ce qui est vrai, les ingérences politiques, c'est ce que nous ne voudrons pas. Mais pour les restes, ça a été une belle Coupe du Monde, même si la compétition... Allez, on va aller maintenant sur le terrain pour aller découvrir maintenant le vrai football, puisque sur le plan organisationnel, pas mal de choses qui ont donc entaché, comme on l'a dit incessamment, cette très belle compétition. Mais Cédric, je suis avec vous. Est-ce que d'une manière globale, techniquement, est-ce que vous vous êtes retrouvé en tant que sportif sur les niveaux de jeu proposés par les équipes à cette édition de la Coupe du Monde? Bon, effectivement, comme je le disais tantôt, il y a des matchs qui nous ont plu. On a vu que c'était les vrais niveaux d'une Coupe du Monde, mais il y a aussi des matchs qui nous ont ennuyés. D'ailleurs, beaucoup qui nous ont ennuyés. Mais je revenais sur ce que j'ai dit ici tantôt. Si regardez toutes les équipes qui sont arrivées en demi-finale, que ce soit la France, que ce soit l'Argentine, que ce soit l'Angleterre ou encore l'Espagne, seule l'Espagne a rencontré des gros morceaux. Parce que prenons le cas de l'Aurora espagnole. L'Espagne a joué la phase des groupes, ils ont fait match avec Cap-Vert, et puis les gens ont crié par-ci par-là, comment un petit poussé. 0-0, hein. Faire Coupe du Un Monde. match de l'encourageant pour les Cap-Vert. Et pour moi, j'étais optimiste quant à cette équipe espagnole, parce que j'ai vu la Coupe du Monde 2010 où l'Espagne avait été battue lors de son premier match, avec une génération dorée des Galactiques. Andrés Iniesta, Xavi Hernandez, Xavi Alonso, Sergio Busquets, Pedro, David Villa, Fernando Torres, Carles Puyol, Casillas, Victor Valdés, Sergio Ramos, Gérard Piqué, cette Fabricas, ils étaient David Silva, ils étaient très nombreux. Cette génération dorée-là qui a remporté l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Jusqu'à aller jouer même la finale de la Coupe de la Confédération en 2013. Après, ça s'est arrêté. Voilà, après ça s'est arrêté et puis il y a eu une période de la crise, de la vache même, jusqu'à ce que Luis de la Fuente est arrivé. Donc quand l'Espagne a fait match nul, j'étais un peu, il y a des gens qui ont parlé, ils ont dit des choses, tout ça et là, mais moi j'étais optimiste. Mais regardez, après avoir disputé la phase des groupes, l'Espagne est arrivée je crois, 16e de finale. 16e de finale, et puis ils ont joué les 8e de finale. 16e de finale, je crois, ils ont rencontré l'Autriche, quelque chose comme ça. Voilà. En 8e de finale, ils ont rencontré Portugal de Cristiano Ronaldo, qui était l'une des équipes favorites pour aller jusqu'au bout. Ils ont éliminé le Portugal. Ils ont rencontré la Belgique. Ils ont battu la Belgique. Ouais. Effectivement, la Belgique, il y a d'ailleurs la génération dorée qui est arrivée à son terme. Et puis, ils ont rencontré, en demi-finale, ils ont rencontré la France. Qui pouvait imaginer rencontrer la France? Parce que la France, ça a été l'équipe qui a séduit tout le monde qui a regardé cette Coupe du Monde jusqu'à ce qu'elle croise l'équipe de l'Espagne. Et voilà, ils sont en finale. Mais regardez la meilleure défense qui fouillait même les jets, qui ne voulait pas s'engager, et jusqu'à ce qu'elle rencontre l'Espagne. Parmi les 4 demi-finalistes et les 2 finalistes, moi je me dis que l'Espagne a été l'équipe qui a réalisé une très bonne Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Allez, Marcel, avec vous, quelle est l'équipe qui vous a, vous, impressionné durant cette édition de la Coupe du Monde? Bon, il y a d'abord les équipes qui montent dessus. Ouais. Entre autres la France, qui était presque aussi sur de ses forces. C'est des méga stars qu'on retrouve dans cette équipe, des galactiques presque. C'était une équipe ambitieuse qui pouvait aligner 3 équipes à raison de 3 joueurs par poste de niveau international. Mais la France n'y est pas parvenue. Elle a été éliminée en quart de finale par la France. Et maintenant, quelle est l'équipe qui a retenu ma très forte attention? Et j'en avais 2. Ouais. J'en avais 2 parmi les supposés favoris. D'abord, je suivais de plus près l'Angleterre. Et moi, je pense que l'équipe qui m'a frappé dans l'œil, c'est l'Argentine. Une équipe résiliente, une équipe constante, une équipe qui ne doute pas. Même quand elle est menée au score, elle est restée toujours elle-même. Une équipe capable de renverser les adversaires dans les ultimes dernières minutes. Donc c'est l'équipe, moi, qui... Mais avec un jeu agressif, il faut le dire. Non, Quand on regarde l'Argentine jouer, on a comme l'impression que c'est des catchers sur le terrain. Non, l'Argentine a tous les ingrédients qu'il faut
pour gagner un match de foot. C'est une parenthèse que j'ouvre, le débat est clos. C'est vrai qu'il y a des grands joueurs. On n'est pas là-bas. Le débat est clos. Il y a des grands... Allez, le débat est clos sur la comparaison avec Cristiano Ronaldo. Il y a de grands joueurs. Oui. Mais il y a aussi des bons joueurs. Il y a de grands joueurs, de bons joueurs. Cristiano aura été un très grand joueur. Ouais. Malheureusement, il n'a pas su confirmer et qu'il est un vrai génie du football. Bon. Est-ce que je peux Oui, atterrissez, Marcel. Kylian Mbappé, c'était aussi un excellent joueur, un grand buteur. Il a l'avenir devant lui. Il a encore de l'avenir, certes, devant lui, mais il a gagné au moins une Coupe du Monde. Ce qui est différent de il en a disputé combien? Ce qui est différent de Cristiano. Il en a disputé combien? Eh oui, Cristiano en a disputé aussi beaucoup, mais n'a jamais réussi à gagner une seule Coupe du Monde. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Allez-y, citez Marcel. Vous avez la parole, il n'y a pas de problème. Non, il a mis beaucoup de temps. Il a mis beaucoup de temps. Citez Marcel, s'il vous plaît, citez. Non, laissez-moi. Il a mis beaucoup de temps, au moins 4 minutes. D'accord, citez. Nous vous écoutons, Marcel. Je n'en suis qu'à 2 minutes. Alors, et puis, chaque équipe a son facteur X. Mais l'Argentine a quelque chose. On a comme l'impression que Messi vous a vraiment aidé. Non, l'Argentine a quelque chose. Quand vous parlez de l'Argentine, c'est Messi. L'Argentine a quelque chose, au-delà d'être une équipe résiliente, a quelque chose d'exceptionnel, de plus que toutes les autres équipes. C'est son facteur X qui est au titre. Je voudrais ici vous poser une question sur l'individualité, les joueurs qui ont impacté cette édition de la Coupe du Monde. Est-ce que ce que Messi est en train de faire, ça prouve définitivement qu'il est le plus grand joueur de cette génération? Félicitations à Léo Messi et son équipe d'Argentine, y compris à Marseille, pour les parcours qu'ils sont en train de réaliser. Non, il est le meilleur. Je tiens ici à rappeler, je tiens à féliciter Messi pour les parcours et son équipe. Je vous écoute. L'Argentine est championne en titre de la Coupe du Monde. Donc, il doit assumer son costume et aussi sa casquette. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont déjà en finale. Voilà. Un pas déjà. Mais ici, il n'y a pas question de dire qui est le meilleur joueur de l'histoire. Parce qu'on ne peut pas devenir le meilleur joueur du monde en ayant disputé ne fût-ce que 7 matchs. Voyez-vous, c'est là. Parce que c'est là que les gens ont un peu une confusion. Donc, c'est-à-dire, je peux me blesser toute une saison comme ça. J'arrive à la Coupe du Monde, je mets 5 buts, je mets 8 passes décisives. Mon équipe remporte la compétition et puis directement je deviens le meilleur joueur du monde. C'est parmi les critères d'octroi du Ballon d'Or. Non, est-ce que le Ballon d'Or c'est pour une saison régulière ou bien c'est pour une compétition? Mais dans une période où la Coupe du Monde est organisée, on tient compte de cette compétition. Non, le Ballon d'Or a perdu sa saveur il y a très longtemps. Moi je ne vais même pas m'étaler sur cette compétition-là. Parce que moi je pose la question. En termes de performances individuelles, selon vous, il n'y a pas un joueur qui mérite un Ballon d'Or sur cette compétition. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui maîtrise le foot et qui a joué au foot ici. Oui. La question du Ballon d'Or, c'est une question qui divise. Personne ne maîtrise les critères du Ballon d'Or. Tu sais, à l'époque, on nous disait quoi? Le Ballon d'Or appartient aux joueurs qui jouent en Europe. Aujourd'hui, les critères ont changé. Ouais. On dit que les Ballons d'Or appartiennent aux joueurs du monde entier. On change les critères. Il y a une compétition mondiale qui réunit tous les La question est de savoir, les Ballons d'Or récompensent le travail d'une saison régulière ou d'une compétition particulière. Point d'interrogation. Il y a quelqu'un qui a dit, comme toi, tu venais de le dire, lorsqu'il y a une Coupe du Monde, c'est-à-dire que les Ballons d'Or appartiennent à celui qui a remporté la Coupe du Monde. Mais c'est faux. Il y a les statistiques ici. En 2014, Cristiano Ronaldo sortait d'une saison très aboutie avec le Real Madrid, en ayant marqué au moins 14 buts en Ligue des Champions. Champion d'Europe. Pendant ce temps-là, Cristiano a fait une très mauvaise Coupe du Monde où le Portugal avait été éliminé en phase des groupes. Et l'Allemagne avait été consacrée champion du monde devant l'Argentine, où Miroslav Klose avait été meilleur buteur et Manuel Neuer avait été meilleur joueur et plutôt meilleur gardien de la compétition. Qui a remporté les Ballons d'Or? C'était Cristiano Ronaldo. En 2018, Luka Modric est arrivé, sorti d'une bonne saison avec le Real Madrid où il avait marqué ne fût-ce que 2 buts et 3 passes décisives. Il arrive en Coupe du Monde, il marque 2 buts, encore une passe décisive. Il arrive en finale. Il était impactant dans l'équipe jusqu'en demi-finale, je pense. Il a ramené son équipe en finale. Oui. Hein? Oui. Mais il n'a pas remporté la Coupe du Monde. Et les Ballons d'Or étaient pour qui? C'était la France championne du monde. Les Ballons d'Or étaient pour Modric. Pour aller encore plus loin. Les caractères décisifs. Je suis en train d'y arriver. Oui. En 2010, il y a Barcelone qui fait une saison blanche.
Il y a l'Espagne qui remporte la Coupe du Monde devant les Pays-Bas avec Wesley Sneijder, finaliste, qui a été l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 2010 et qui a été l'artisan majeur de l'Inter de Milan lors de son sacre en 2010 encore. Mais les ballons d'or étaient pour qui? Étaient pour Lionel Messi. Pendant ce temps-là, Lionel Messi avait été humilié en huitième de finale. Attendez, vous voulez dire qu'on change les règles en fonction des performances de Messi? Les ballons d'or, ce n'est pas pour Messi. Je ne parle pas en termes de Messi. Oui. Je ne parle pas en termes de l'individu Messi. Je suis en train de te rappeler qu'aujourd'hui, les ballons d'or ont déjà perdu sa saveur parce que les critères changent en fonction des individus. Je ne dis pas de Léon Messi. Maintenant, pour revenir pour la Coupe du Monde, parce qu'on n'est pas au ballon d'or. Ouais. Pour revenir pour la Coupe du Monde, on parle de y a-t-il un joueur qui a impacté cette Léon édition Messi et qui mériterait d'avoir un ballon d'or? Non, pas des ballons d'or. Les ballons de la Coupe du Monde, je suis d'accord. Oui, le meilleur joueur de cette compétition. Les meilleurs joueurs de cette compétition jusqu'ici, oui. Moi j'ai dit Messi doit être consacré meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur. Non, il peut être dépassé par Kylian Mbappé s'il marquait. Oui, Messi ouais. a cette chance-là, tout est possible. Donc Kylian Mbappé a 8 buts, Messi a 8 buts. Oui. Peut-être Kylian Mbappé peut marquer contre l'Angleterre. Les deux ont un match. Donc les deux ont un match à jouer pour se justifier. Et s'il arrivait que non, personne n'a marqué en petite finale et en finale, tous les deux seront consacrés. Tous les deux seront consacrés. Les règles ne changent pas pour ça. Maintenant, je suis en train d'arriver. Le joueur qui arrive en finale, c'est celui qu'on consacre, non? Ils ont tous marqué 8 buts et ils ont tous joué le même nombre de matchs. Là, on est d'accord. Je suis en train de parler de l'Argentine pour la Coupe du Monde. Je pense que tu es d'accord avec moi. Pas du tout, Cédric. Messi sera consacré meilleur joueur de la compétition. Mais je voulais tout justement revenir ici. Il a parlé d'un mot très important, il a parlé de la résilience. Effectivement, l'Argentine est très résiliente. Je suis très sérieux sur ces points-là. Mais je vous dis que l'équipe qui a pratiqué un jeu très moche dans cette Coupe du Monde, c'est l'Argentine. L'équipe qui a commis trop de fautes dans cette Coupe du Monde, c'est cette équipe argentine. Voilà. Maintenant, regardez au moins les adversaires que l'Argentine a croisés. Parce que ça aussi, c'est un point très important. Je ne dis pas que c'est une équipe qui a été favorisée par la FIFA, c'est une équipe qui a fait son boulot. Mais une équipe algérienne contre l'Argentine, ça représente quoi? L'Algérie a été à la Coupe du Monde en 2014. Ils ont fait pratiquement 12 ans pour y revenir. Ça représente quoi? Lorsque vous parlez de l'Autriche a quelle histoire dans le monde? Lorsque vous parlez de la Jordanie, lorsque vous parlez du Cap-Vert, lorsque vous parlez de l'Égypte, j'ai dit l'Argentine a joué sa Coupe du Monde jusqu'à ce qu'elle a rencontré. Là, il est en train de biaiser les débats. Jusqu'à ce qu'elle a rencontré. Parce que non, il faut parler aussi du niveau des adversaires. Je ne suis pas en train de biaiser les débats. Il faut parler aussi du niveau des adversaires. Non, écoutez. Marcel, allez-y. Je dis ceci. Il n'y a aucune sélection qui sait choisir les adversaires. Je n'ai pas dit ça. Ouais. Non, je n'ai pas dit ça. On est d'accord. Non, je n'ai pas dit ça. On est d'accord, c'est moi qui l'ai dit. Non, non, je n'ai pas dit ça. Que vous soyez. Écoutez, je réagis. Il n'y a aucune sélection qui sait choisir ses adversaires. Donc, si l'Argentine s'est retrouvée face à l'Autriche, et qu'on me dise aujourd'hui l'Autriche est moindre, l'Autriche a participé à combien de Coupes du Monde? Je voudrais qu'on me dise aujourd'hui. Les problèmes. Je voudrais qu'on me dise tous les adversaires que l'Argentine a joués. Sont-elles des novices à la Coupe du Monde? Nous voudrons savoir. Ce n'est pas ça. On peut discuter toutes les équipes de la Coupe du Monde. L'Argentine a joué. S'il vous plaît, Marcel. C'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît, Marcel. Non. Allez-y, Marcel. Cédric, on vous redonne la parole. Non, je disais ceci. Oui. Allez-y, Marcel. Donc, on doit être objectif dans nos analyses. Moi, j'estime que nous avons parlé de la France. La France, il a dit, la France a joué que des adversaires moyens. Ok? Donc, veut-il me faire croire que seule l'Espagne a joué de grandes nations dans cette compétition? C'est parmi. L'Espagne, c'est parmi. Je peux répondre? C'est parmi les nations. Je peux répondre? Non, pas la seule équipe. Voilà, donc le hasard du calendrier a fait que chacun a eu les. Il faut qu'on soit là. Laisse-moi finir. Non, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole, Marcel. Non, on n'avance pas. Non. Est-ce qu'on peut me protéger? Marcel, s'il vous plaît. C'est moi qui on lui redonne la parole rapidement. C'est moi qui parlais, Marcel. Citez Marcel. Il y a quand même un modérateur qui. Citez Marcel. Citez rapidement Marcel. Moi, je dis, aucune équipe, aucune sélection n'a volé sa qualification en finale de la Coupe du Monde. Ouais. On est d'accord. Chaque équipe a fait son parcours, a rencontré les adversaires qui lui étaient choisis par l'organisateur. Après, tirage au sort, hein. Et bien sûr. Il est arrivé là où il est arrivé. C'est bon. Donc, aujourd'hui, le débat doit être focalisé peut-être
entre l'Espagne et l'Argentine qui l'emportera. On y arrivera. On va y arriver. Cédric Chita aussi rapidement. Rentrer sur le parcours. Le parcours ne vont pas modifier quelque chose. Voilà, nous allons clore ce débat. Nous allons passer à autre chose. Oui, allez-y rapidement. Tout justement se culpabiliser pour rien. Moi, je suis en train de dire autre chose. Moi, je n'ai pas dit qu'on a favorisé la. Et à un certain point, vous vous rencontrez parce que oui, selon moi, moi, je n'ai pas dit ça. Allez-y, allez-y, Cédric. Au départ, j'ai dit la France. Et puis qu'on nous dise que l'Argentine pratique un mauvais football, moi, je ne suis pas d'accord. La France a rencontré des adversaires moyens jusqu'à ce qu'elle a croisé la bonne équipe espagnole. Ouais, jusqu'à demi-finale. Vous êtes d'accord avec moi? Jusqu'à demi-finale. C'est presque le même parcours. Quel est l'équipe qui est novice dans cette Coupe du Monde? On peut ne pas être novice, mais est-ce qu'on fait partie des meilleures nations du monde? Lorsqu'on a fait sortir les classements des meilleures équipes, les classements FIFA, combien d'adversaires de quoi ici, de l'Argentine qui se sont retrouvés là-bas parmi les 10 meilleures nations mondiales? Le problème ici, je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire le seul adversaire coriace que l'Argentine a rencontré. C'est que tu ne veux pas reconnaître que l'Argentine, c'est la meilleure nation au classement mondial. S'il vous plaît. Actuellement, ça fait 2 ans qu'ils sont là. Allez-y, effectivement, j'ai bien dit ceci. La seule équipe qui a rencontré des gros adversaires, c'est l'Espagne. L'Espagne a croisé la France, l'Espagne a croisé le Portugal, l'Espagne a croisé la Belgique. 3 nations qui font partie des 10 meilleures nations mondiales. L'Argentine a fait son parcours. Félicitations. J'ai félicité l'Argentine ici. Mais parmi les adversaires qu'ils ont rencontrés, aucune nation n'est parmi les meilleures nations mondiales. Jusqu'à ce qu'elle croise l'Angleterre. Vous avez vu comment la rencontre s'est jouée. La résilience, j'ai félicité la résilience. Parce que même dans les dernières minutes, l'Argentine a fini toujours par être vainqueur. Ça, on est dans cette Coupe du Monde. Là où j'ai dit que cette Coupe du Monde, à un certain moment, ça ne donnait pas la saveur. C'est lorsque nous sommes arrivés dans les rencontres d'élimination directe, où vous croisez des adversaires trop moyens. C'est là que ça ne m'a pas plu. Mais cela n'enlève à rien l'Argentine. Alors qu'à l'époque, en 8e de finale, c'était des gros morceaux. C'était des gros morceaux. Mais c'est là, cette Coupe du Monde ici, j'ai posé la question aujourd'hui. J'ai relevé le fait que cette Coupe du Monde à 48, bien qu'il y ait une réflexion pour l'amener à 62 à 62. 68. Si déjà à 48, elle pose le problème de qualité de jeu de certains matchs. On en aura alors même prochainement. Mais la prochaine question, s'il vous plaît, je pense qu'on va mettre un peu fin à ces débats. Mais je commence avec vous, Marcel. Quelle est la nation africaine qui vous a le plus déçu? Puisque sur les 10, aujourd'hui, on avait ces grands rêves de voir au moins une nation aller jusqu'en finale, pourquoi pas? On est arrivé en demi-finale avec 5. Avec 10, on pouvait quand même avoir un autre parcours. Oui, l'Afrique, elle est restée égale à elle-même. Hein? C'était quoi les plus grands problèmes? Qu'est-ce qui a défavorisé les équipes africaines? Malgré qu'on a essayé un peu de progresser, pour moi, je dis que la nation qui m'a déçu le plus, c'est le Sénégal. On attendait un peu plus du Sénégal? Oui, j'attendais plus du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Le Maroc, c'était certain que le Maroc ferait un long parcours. L'Égypte, je savais qu'ils allaient toujours se débrouiller. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire m'ont vraiment déçu. C'est pas parce que ces équipes ont tombé face à des adversaires un peu plus coriaces? Non. Quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, c'était face à l'Allemagne que la Côte d'Ivoire est tombée. Le football, c'est... La RDC, c'est face à l'Angleterre. Moi, j'ai toujours dit, le football, on le veut collectif, hein, elle se joue en équipe. Oui. Mais en soi, le football est un jeu, selon moi, c'est un jeu individuel qui se joue en équipe. Pourquoi? Parce que certes que dans les méthodes de travail aujourd'hui, on met en plus en avant le collectif. Mais à un certain moment, quand le collectif ne marche pas, on voit que toutes les équipes se remettent à leurs individualités. Une autre question, est-ce que les équipes africaines souffrent de la même maladie? On a comme l'impression toutes les équipes africaines ont presque perdu de la même manière. Oui, je l'ai relevé. Dans les dernières minutes, un problème de concentration. J'ai souligné ça la semaine passée sur ce même plateau, je le dis. Et les Africains n'ont pas encore évolué sur le plan de la gestion mentale de match. Et c'est peut-être un handicap. Un handicap qui pourrait justifier, pas tout, qui pourrait justifier peut-être certaines mauvaises prestations, parce que
Le football se joue pendant 82 minutes, donc le TA plus le TR, le temps Là, vous avez les Sénégal qui vous le temps réglementaire plus le temps additionnel. Mais il se fait que quand vous regardez les équipes africaines jouer, dès qu'elles marquent, elle s'arrête et elle commence à regarder l'adversaire. Ce qui est arrivé à l'Angleterre. Ce qui est arrivé à l'Angleterre. Oui, vous partagez le même avis, Cédric? Oui, je partage le même avis avec Marcel sur ces points-là, parce que ce qui manque à l'Afrique, c'est la constance. La constance, l'Afrique n'a pas évolué. C'est juste que c'est le nombre d'équipes qui a été augmenté. Mais l'Afrique n'a pas évolué. Du bon football. Parce que, imaginez-vous si c'était dans une Coupe du Monde dans un format de 32 nations, c'est-à-dire qu'on devait rester assis à 5 représentants quand même. Ouais. Donc, ce sont le nombre des représentants qui a augmenté, mais l'Afrique en elle-même... Rien n'a changé. Rien n'a changé. Pourquoi? Parce que moi, c'est sur 10 représentants, il y a 3 représentants qui... Et à part ça, la plupart des équipes africaines qui sont passées en 16e de finale ont été repêchées comme les meilleurs perdants, non? La plupart. Vous avez la RDC, vous avez le Sénégal, vous avez le Cap-Vert, vous avez l'Afrique du Sud. Mais toutes ces équipes-là ont été repêchées. Comme meilleurs perdants. Oui, l'équipe je crois, c'est le Maroc et l'Égypte qui se sont qualifiés en bonne et due forme. Mais les autres ici ont été repêchés comme des meilleurs perdants. Donc, éliminés de la même manière. Effectivement, éliminés de la même manière. Bon, il y a 3 équipes qui m'ont déçu. Hein. Ouais. Moi, je vous parle d'abord de la Tunisie. La Tunisie qui a encaissé 12 buts, la pire équipe, la pire de cette Coupe du Monde. 0 points, 12 buts encaissés. Il y a la Côte d'Ivoire, la gestion des matchs. La Côte d'Ivoire contre la Norvège, vous perdez dans ces conditions-là. Il y a le Sénégal qui nous a tous déçus parce que c'était les représentants valables du continent africain. Ouais. Lorsque vous êtes champion d'Afrique, lorsque vous titillez des équipes comme l'Angleterre, comme le Brésil, la Norvège également. Mais vous arrivez à perdre les matchs dans ces conditions-là face à une équipe de Belgique qui souffrait d'un noyau, qui souffrait également des bons joueurs techniquement. Vous marquez 2 buts jusqu'à 86e minute, où vous allez vous écrouler et puis jusqu'à aller chercher ces pénaltys-là. Moi, je pense que le Sénégal nous a beaucoup plus déçus. Allez, la Côte d'Ivoire également. Bon, donc, pour moi, je me dis nous avons un grand travail à faire. Oui. Parce que lorsque vous avez été demi-finaliste lors de l'édition précédente, donc il faudra au moins que des équipes puissent se retrouver en demi-finale, pourquoi pas en finale. Mais lorsque l'Afrique s'arrête en quart de finale et des équipes qui sont éliminées d'une manière ou d'une autre, mais félicitations quand même au Cap-Vert qui a tenu tête haute face à une équipe comme l'Argentine, championne du monde en titre. Ils sont allés jusqu'à face à l'Espagne aussi, qui arrive aussi en finale. Ouais. Je pense qu'ils ont réalisé un meilleur tournoi, parce qu'ils ont été absents de la CAN, mais ils ont réalisé une très bonne Coupe du Monde, même s'ils n'ont pas gagné aucun match. Mais quand même, ils ont fait une très bonne sensation. Donc pour le reste, nous avons un grand travail à faire. Et aussi, Marcel a parlé de la gestion mentale des matchs. C'est très important. Et d'ailleurs, nous avons la plupart des joueurs qui ont joué cette Coupe du Monde, jouent en Afrique et disputent des compétitions de haut niveau, mais lorsqu'ils n'arrivent pas tout justement à saisir des bons moments, c'est décevant. Puis, quand ils marquent des buts, ils se contentent de ça, c'est très difficile. Oui, la prochaine question à Marcel, dans quelques minutes tout simplement, qui voyez-vous vainqueur de cette Coupe du Monde entre l'Espagne et l'Argentine? Ne me laissez pas deviner, parce que je ne suis pas fort, je ne suis pas fort dans les pronostics, mais je pense que c'est l'équipe qui saura profiter de son facteur X qui l'emportera. Du côté de l'Argentine, on a le surdoué Messi. Et pour battre l'Argentine, il faut que Messi refuse de jouer ce jour-là. Et en face, il y a l'Espagne qui a quand même... Dès qu'il joue, c'est fini. Oui, quand Messi joue, l'Argentine est injouable. Ouais. Ça, c'est certain. C'est certain. Donc, vous voyez l'Argentine l'emporter? Je dis oui, et si Messi ne refuse pas de jouer, en face, il y a quand même l'Espagne qui mérite du respect parce qu'il y a quand même au milieu du terrain un grand joueur comme Rodri qui est un vrai régulateur du jeu et qui sait quoi faire avec le ballon. Et l'Espagne est cette équipe-là qui sait gêner les adversaires parce que c'est une équipe basée sur la possession. Les termes bien trouvés. Sur la possession. Et devant aussi, ils ont quand même des arguments à faire valoir. Il y a Lionel Messi et plutôt Lamine Yamal, parce que c'est ça la beauté du football. On verra Lamine Yamal, 19 ans, avec son papa Messi. Au football, ça passe. Mais si dans la vie courante, ton enfant de 19 ans t'amener une femme de 40 ans, je crois qu'on crierait au scandale. Voilà la magie du football. Elle permet qu'à ce que Messi joue avec son fils. Mais j'espère que c'est 55 pour l'Argentine, 45 pour l'Espagne. Merci Marcel. Et Cédric? Je pense que l'équipe qui sera réaliste
face au but, c'est les traits cliniques plutôt, c'est celle qui va l'emporter. Et d'un côté, il y a les surdoués, comme j'emprunte les mots de Marcel, il y a les surdoués, Léo Messi. D'un autre côté, il y a aussi une équipe de l'Espagne collectivement très douée. Voilà. Parce qu'en termes techniquement, physiquement, l'Espagne a été au top depuis le début de la compétition. Il a parlé de Rodri, il y a aussi un autre joueur qui est un héros dans l'ombre, Fabien Ruiz, très intelligent, très doué. Et aussi, ils font, on appelle ça comment? Un milieu défensif, on appelle comment? Il y a un terme. Ouais. Et l'Espagne évolue en 4-2-3-1. Et puis, ces joueurs-là, ce sont des vrais régulateurs et ils apportent au moins la sécurité défensive dans l'équipe espagnole. C'est vrai, il y a Yamal, mais il n'a pas réalisé une bonne Coupe du Monde jusqu'ici. On n'a pas un match de référence de Lamine Yamal. On l'attendait beaucoup, mais il est arrivé là avec un peu une blessure, tout ça est là. Il revenait d'une blessure avec Barcelone. Mais néanmoins, ce que j'apprécie dans cette équipe espagnole, vous ne savez pas là où les dangers peuvent venir. Ça, c'est la première des choses. Et à part ça, ils ne comptent pas sur les individualités. En termes de pourcentage, collectivement, ils sont très forts. Combien attribuez-vous Mais moi, je pense que à l'Argentine et à l'Espagne? Moi, je pense que si Messi ne sera pas à la hauteur, l'Argentine va sûrement perdre. Parce que cette équipe, c'est la Messi-dépendance. Depuis le début de la compétition, jusqu'ici, c'est la Messi-dépendance. Sans Messi, cette équipe argentine ne peut pas survivre. Merci. Alors, il y a également Luis de la Fuente qui est très, 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 très rigoureux et aussi un entraîneur très, très intelligent. Et en face, il y aura aussi Scaloni. Scaloni a été... je lui rappelle que Luis de la Fuente, c'est l'idole de Scaloni. Tout peut arriver. Merci Cédric. Mais en termes de pourcentage, moi, je vois collectivement, je pense que l'Espagne a une marge d'avance que l'Argentine parce que... 60-40 non, 55-45. 55 pour l'Espagne et puis 45 pour l'Argentine. Allez, merci beaucoup. On va se retrouver très prochainement sur ce même plateau pour analyser également nos pronostics, mesdames et messieurs. On passe tout de suite au petit débrief. Mais avant ça, on prend d'abord les résultats. Et pour les résultats, on fixe donc rendez-vous pour cette grande finale de la Coupe du Monde 2026. L'Espagne qui joue contre l'Argentine. C'est donc les sprints finales pour cette compétition qui a vu 48 nations défiler, notamment dans plusieurs stades. On aura donc cette grande finale. Pour tous ceux qui aiment bien regarder le foot, ça sera l'événement le plus regardé à travers le monde, puisque c'est la finale de la Coupe du Monde. C'est les grands rendez-vous qu'on vous fixe pour cet rendez-vous. N'oubliez pas, il y a aussi la petite finale, la France qui joue contre l'Angleterre. Ça sera pour ce soir et nous serons tous scotchés devant nos télés pour regarder à ces matchs France en Angleterre. Tout de suite, on passe au petit débrief sans transition. On va parler de l'AS Simba. L'AS Simba éliminé en demi-finale de la Coupe du Congo de cette 60e édition par le Daring Club Virunga, dans un match où on voyait plutôt l'équipe de l'AS Simba de Colosi passer facilement sur papier, puisqu'on se disait que c'était la meilleure équipe qui était restée encore en course, puis aussi championne en titre de cette compétition. Mais à la grande surprise, l'AS Simba est out. Et au-delà de cette élimination, c'est qu'il y a plusieurs problèmes en interne. Le coach qui est parti, lui qui a amené pour la première fois cette équipe à la Coupe de la Confédération la saison passée. Après son départ, l'équipe est restée, s'est débrouillée notamment en phase de play-off. Là, une élimination en demi-finale qui fait très mal. On se pose autant de questions. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette équipe? Je commence avec vous, Marcel Kilamboué. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais moi, je dirais qu'il est temps qu'il reparte sur un nouveau cycle. Est-ce que le problème est sportif? Parce que oui, il est sportif, c'est-à-dire qu'ils avaient un projet, mais est-ce que ce projet, a été bien encadré, bien orienté, tout ça? Parce que vous savez, même dans la vie courante, ce qui est difficile quand vous atteignez un certain niveau de succès, c'est de gérer le succès. C'est ce que Simba n'a pas réussi à faire. Ils se sont vus très beaux du fait qu'ils ont été en Coupe d'Afrique. Et ils ont joué pour la première fois, ils ont gagné la Coupe du Congo, ils sont restés dans le nuage. Et ils pensaient que la suite serait facile. On a eu à le dire ici. Donc, le plus difficile, c'est de se maintenir. Simba n'a pas réussi à se maintenir, même au niveau du championnat. Ils ont fait une deuxième partie de la saison catastrophique. Catastrophique. Et ils ont choisi un raccourci pour aller retourner en Coupe d'Afrique. Avec raison, parce que Simba était
détenteur de ce trophée. Il devrait le défendre, mais on a compris que l'équipe a des limites, dans tous les aspects. Mais si les problèmes... Dans la gestion, on nous dira que c'est l'équipe, il y a des moyens, mais à un certain moment, moi je commence à me dire, est-ce que ce sont réellement il y a des moyens ou ce sont des moyens virtuels? Ou ce sont les gens qui sont... Où ce sont les ressources, les noms de la présidente de où ce sont les personnes ressources qui a les moyens. Où ce sont les personnes ressources qui posent problème. Oui. Parce que ça ne peut pas se justifier quand vous voyez les adversaires que Simba a croisés dans cette coupe du Congo. Il y avait de la place pour faire... Après l'élimination d'ailleurs de l'ASV Club. Un back-to-back. Qui était resté pour l'AS Simba. Donc il y avait possibilité pour réaliser un doublé, mais ils n'ont pas su le faire. Ils ont été éliminés. Ils vont se dire que la chance n'était pas de leur côté, mais la chance au football, il faut savoir la provoquer. La provoquer. Donc il y a un problème réel de gestion au sein de cette équipe de Simba, même si on ne veut pas l'accepter, mais il y a un problème de gestion. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, ils sont fin cycle et qu'ils doivent s'organiser pour repartir. Et Cédric Cornet-Mukendi, c'est quoi les vrais problèmes de la AS Simba? Une équipe championne d'abord de la Coupe du Congo qui a participé à la Coupe de la Confédération, n'est pas qualifiée à travers la Linafoot à une compétition africaine, qui veut revenir encore à la Coupe du Congo. Ça ne marche pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette équipe retrouve la vraie place au sein du football congolais? Bon, ce qui est vrai, en interne, il y a des problèmes. Il y a des soucis majeurs, même s'ils ne veulent pas les dire, mais nous les voyons à travers les prestations de l'équipe. Les problèmes n'ont pas commencé maintenant. Les problèmes, moi, j'estime que ça a commencé depuis l'élimination de cette équipe en Coupe de la Confédération. Ils n'ont pas su préparer cette saison 2025-2026 parce qu'ils étaient dans l'euphorie et de la Coupe du Congo remportée, mais également des compétitions africaines où ils étaient qualifiés. Daouda Lupembe est venu avec une vision, il a eu le temps de mettre en place sa vision, il a été accompagné jusqu'à ce qu'il a compris que ça n'allait pas. Voyez-vous, voir un entraîneur démissionner au sein d'une équipe comme Simba, il ne faut pas prendre ça avec beaucoup de légèreté. Oui. Donc il a compris que le mal était très profond et il n'était pas écouté. Et il faut qu'il sache quitter la table lorsqu'il est desservi. Donc c'est ce que Daouda Lupembe a compris. Et aujourd'hui, l'élimination en coupe du Congo, c'est la conséquence d'une mauvaise saison déjà réalisée. Parce que lorsque vous êtes qualifié en phase, vous quittez la phase classique de la Linafoot, vous allez en play-off. En play-off, vous pensez au moins être parmi les 3 premiers. Et vous constatez qu'il y a Mané Magnon qui a réalisé une mauvaise saison, il y a Doudou Popo qui n'a pas été là, il y a également Veclep. Donc il y avait la chance de se faire une place. Mais lorsque Simba n'a pas pu se faire une place, c'est-à-dire que les mal étaient très profonds. Aujourd'hui, ils sont arrivés en demi-finale. On se disait peut-être que nous, avec DC Virunga, c'était plus facile pour l'AS Simba Kamika de se qualifier en finale. Ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché. Ils ont été éliminés au tir au but. Ça n'a pas marché, mais ça permet au moins, je m'excuse, ça permet au moins à la RDC, pour la toute première fois, d'avoir un représentant venant de la zone 2. Parce que la finale va se jouer entre Boutras, les deux formations et la deuxième division et Virunga. Cette saison. Voilà. Donc nous aurons un représentant venant de la deuxième division en Afrique. À une seule condition, à moins qu'ils aient aussi, qu'ils soient en accord administrativement avec... et à la hauteur aussi financièrement, parce que avec la CAF. On risquerait de reconduire parce qu'il y a toujours ce problème de licence qui risque de les rattraper. Ils doivent se mettre en ordre administrativement. La licence CAF. Mais Simba l'a fait la saison passée. Et surtout que le timing ne permet pas. Ne permet pas parce que bientôt là, la saison va devoir débuter. Donc la Coupe du Congo offre la chance à toutes les équipes au moins de jouer l'Afrique, ça c'est très important. Et de la même manière que Simba s'était qualifié en finale la fois passée et puis aller en Afrique, c'est la même manière qu'ils ont opéré cette saison, mais sachant que l'équipe n'est pas la même et aussi mentalement, physiquement, les joueurs ne répondent pas à la hauteur. Si aujourd'hui vous êtes face à la présidente de l'équipe, quel conseil lui donneriez-vous Le problème c'est que les gens confondent les choses. Ce n'est pas l'équipe de Simba qui possède les moyens, mais ce sont les gens autour de l'équipe de Simba qui possèdent les moyens. C'est des choses différentes. Marcel peut avoir ses moyens, il est président d'une équipe. Cela ne veut pas dire que comme Marcel a les moyens, l'équipe a aussi les moyens. Non. Ça dit que cette équipe-là, elle est dépendante de Marcel. Donc c'est ça la réalité que nous sommes en train de vivre au sein de l'AS Simba. Quand les gens entendent le nom de la présidente,
ils se disent là-bas il y a du miel et du lait. Mais lorsque nous arrivons maintenant au sein de l'équipe, dans la caisse de l'équipe, il y a combien? C'est ça au moins. Est-ce que l'équipe peut se payer? Pas que la présidente a payé, est-ce que l'équipe est en mesure de se payer? Il y avait un projet qui a été initié, il y a eu ceci, cela, mais malheureusement, ça n'a pas... Il faut espérons que cette équipe puisse relever la tête. Là où il y a des politiques, les débits peuvent être très bons. Mais c'est la fin qui justifie. La fin. Merci beaucoup, Cédric. Je voulais le compléter. S'ils sont ambitieux, il faut que les gens sachent que le sport, naturellement, il a horreur de la politique. Et aussi là, il a ses critères. C'est très important. Merci Cédric. Ce qu'il faudra faire, il faut repartir sur de nouvelles bases, recruter de nouveaux joueurs, reconstruire les projets, soit recadrer les projets et puis aller de l'avant s'ils sont ambitieux. Allez, merci beaucoup. On clôt un peu les dossiers de la AS Simba. Mais Marcel, pour ou contre la reconduction de Kiaboula à la tête du Football Club Saint-Éloi de Popo? D'abord, il faut rectifier. Kiaboula n'est pas reconduit. Il est président en exercice. Il est resté alors? Il n'a pas encore fini son mandat. Il y a des gens qui voulaient le pousser vers la sortie. Mais Kiaboula a trouvé les moyens de les résister. Est-ce que ça rend flou l'avenir de cette équipe de Lupopo qui a traversé des moments très difficiles, toujours sous Kiaboula? Lupopo, c'est une équipe qui m'a profondément déçu, parce que Lupopo avait des joueurs et je ne pouvais pas m'imaginer que Lupopo ne puisse pas être africain cette saison. Au regard de la qualité que Lupopo avait comme joueur. Pas seulement cette saison, cette dernière saison, le Popo avait des joueurs de qualité. Même Mazembe n'a pas pu. Non, de loin, le Popo avait vraiment il y avait de la qualité, de joueurs de valeur vraiment. Mais malheureusement, la case est en train de se vider. Tout le monde est en train de partir. La case est en train de se vider. Kiaboula est resté. Oui, Kiaboula, lui, il reste parce que ces détracteurs n'ont pas trouvé le mécanisme approprié pour l'éjecter. Et quand je venais de dire tout à l'heure que le sport a horreur de la politique, on a entendu une autorité politique dire on a mis Kiaboula pour une mission. Est-ce que Kiaboula a bien rempli cette mission ou il ne l'a pas bien remplie? C'est la raison pour laquelle on voulait l'éjecter. Mais s'il est encore là, c'est qu'il Mais Kiaboula, pour sa survie, il estime qu'il ne peut pas partir de Lupopo tant que son mandat court encore. Allez, Cédric, est-ce que ça va conduire Lupopo vers la chute? Moi, je tiens ici à rappeler que parmi les équipes qui étaient engagées dans la phase des playoffs, Lupopo était l'équipe qui, à son sein, possédait les meilleurs joueurs de la Lina Foot. Je dis bien, les meilleurs joueurs de la Lina Foot. Dans la phase des playoffs. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, si c'est un conseil qu'on peut donner à ces politiques, lorsque vous êtes un politique, que ce soit président de la République, premier ministre, gouverneur, et vous êtes engagé à être président d'une équipe, les gens qui vous entourent là, donnez-leur la possibilité d'avoir des moyens. Lorsque vous ne serez pas là, que cette équipe-là ne puisse pas tomber en faillite. Que ces gens-là prennent ces équipes-là, ou soit cette équipe-là, à bras les mains. C'est très important. Mais nous avons tendance à comprendre une chose. Il n'y a que les seuls rois Manitou. Et les autres ici, ils viennent tout justement en bas. Lorsque le président n'est pas là, même pour une affaire de $10 000, donc l'équipe va s'accroupir. Allons au gouvernorat. Allons tel. Et il faut faire les mémos, il faut demander à tel. Vous voyez cela? Lorsque vous vous sentez très puissant, essayez au moins de donner des moyens. Offrir quand même la possibilité à ceux qui vous entourent d'avoir des moyens lorsque vous ne serez pas là. Mais maintenant que l'équipe a perdu la majorité de ses joueurs, on doit s'inquiéter cette saison. Nous parlons de l'avenir de cette équipe. Nous parlons de Lupopo. Comment d'abord une équipe qui a joué la phase des groupes de la Ligue des Champions pour la saison 2025 et 2026, mais elle se retrouve en 2026-2027, elle n'est même pas qualifiée pour aucune, même pas pour la Coupe de la Confédération. Le mal est très profond. Chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la conséquence. Ce que le peuple est en train de vivre, c'est la conséquence des gens qui viennent s'ingérer dans les sports sans pour autant avoir la main. Kiaboula, il est là, c'est pour sa survie politique. Quand on parle de Lupopo, on parle de lui et puis c'est là. Mais l'homme, il est dans les déclins. On sait tous. Ceux qui l'ont élevé, c'est que Kiaboula est devenu sans Lupopo, il n'est rien. Non, ceux qui l'ont élevé l'ont encore enterré. Regardez comment la succession des événements, on ne veut pas entrer
dans la politique. Donc, mais je pense que c'est une leçon de vie. Prochainement, s'il y a encore des autorités qui ont en charge des équipes de football, faites quand même un effort de donner des moyens à vos collaborateurs. Ne soyez pas laissés le roi Manitou où tout vous revient. Merci. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Merci beaucoup Cédric. Merci à vous Marcel. On est presque arrivé à la fin. Un mot Marcel avant le... Merci Noé. Quand je regarde le paysage sportif et en ce qui concerne le football d'une manière particulière, je vois que beaucoup de gens ont commis l'erreur de vouloir rattraper si vite Katumbi. Ça prend du temps. Quand on vient au sport, vous voulez avoir de l'aura, il faut investir suffisamment et être patient. Il faut structurer les équipes, il faut y mettre de moyens, assez de moyens. Mais les ambitions sont différentes. Ils ne viennent pas avec le même malheureusement, ils choisissent les raccourcis. Mais on a dit que pour prendre vos politiques, tu allais consulter Katumbi. Vous confirmez ça? Moi, je ne confirme pas, je n'ai jamais été à côté de lui. Merci, Marcel. Tout ce que je sais que Kabouy a dit, on lui avait donné une mission. Merci beaucoup, Cédric. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher Noé. Merci à Marcel. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne chance à tous les fans du Barcelone, du FC Barcelone, qui vont suivre. Qui vont se régaler lors de cette finale de la Coupe du Monde. Ça ne nous engage pas. Allez, merci beaucoup, Marcel. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, mesdames et messieurs. C'était un réel plaisir de vous présenter ces numéros. Le plus grand rendez-vous est à suivre, notamment à partir de ces dimanches. C'est la finale de la Coupe du Monde 2026, l'Espagne contre l'Argentine. La petite finale est donc prévue pour ces samedis, la France et l'Angleterre. On fixe rendez-vous pour les prochains numéros des débriefs. Entre-temps, prenez soin de vous. Ciao.